Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda se refroidissent davantage. Kinshasa, qui accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23, a décidé d'expulser Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa. Création d'une cour spéciale des affaires foncières au Bénin. Cette nouvelle juridiction sera dédiée à la gestion exclusive des contentieux en matière foncière. Objectif: sécuriser le foncier pour impulser les investissements publics et privés. Et puis, le gouvernement sénégalais obtient un financement de 63,6 millions d'euros de la BAD pour la construction d'une zone de transformation agro-industrielle dans le centre du pays. Projet qui, dans sa première phase, devrait générer plus de 100 000 emplois directs selon les estimations du gouvernement. Mais tout d'abord, les premiers pourparlers de paix officiels visant à mettre fin à 2 ans de guerre entre l'armée éthiopienne et les forces rebelles du Tigré sont en cours à Pretoria, en Afrique du Sud. Le dialogue entre les deux parties devait s'achever ce dimanche 30 octobre, mais pour l'heure, aucune annonce n'a été faite alors que la guerre continue dans le nord de l'Éthiopie. Selon les médias locaux, cette absence de déclaration signifierait que les pourparlers devraient se poursuivre ce lundi. L'enjeu est une opportunité de mettre fin à un conflit qui a tué des milliers de personnes, déplacé des millions et laissé des centaines de milliers d'autres au bord de la famine dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, déstabilisant ainsi la région élargie de la Corne de l'Afrique. La République démocratique du Congo a décidé d'expulser Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa. Décision prise samedi 29 octobre par le Conseil supérieur de la défense, présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Elle intervient alors que le M23, que Kinshasa accuse Kigali de soutenir, a gagné du terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. Des accusations que Kigali continue de démentir. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya a déclaré qu'il avait été observé ces derniers jours l'arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer le M23. On l'écoute. Il a été question de faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, marquée particulièrement par une série d'attaques et l'occupation de quelques localités congolaises dans les territoires de Rutshuru par le M23 appuyé par l'armée rwandaise. À la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, dont celui du Centre conjoint des opérations, équipé des drones de surveillance, il a été observé ces derniers jours une arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer les terroristes du M23 en vue d'une offensive générale contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la défense a rappelé que cette offensive du M23, appuyée par l'armée rwandaise, vient de porter un énième coup au processus de paix de Nairobi et des Luanda engagés depuis plusieurs mois. Cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de plusieurs milliers de nos compatriotes, rendant encore plus difficile une situation humanitaire déjà préoccupante. Au regard de faits qui précèdent, les conseils supérieurs de la défense demandent au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23, qu'il instrumentalise à cette fin.
Dans un communiqué publié ce dimanche, le Rwanda a dit regretter l'expulsion de son ambassadeur par la République démocratique du Congo, ajoutant que les forces de sécurité rwandaises à la frontière avec son voisin congolais étaient désormais placées en état d'alerte. Et ce dimanche 30 octobre, les forces armées de la République démocratique du Congo ont en effet lancé une contre-offensive sur plusieurs positions dans le but de reconquérir les localités prises par les rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru. Après s'être emparés en juin dernier de la cité de Bunagana, à la frontière avec l'Ouganda, les rebelles du M23 ont arraché aux forces congolaises samedi 29 octobre les cités de Kiwanja et Rutshuru, situées sur la route nationale servant de desserte et d'approvisionnement de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge, le front se situe actuellement dans les localités de Bwenza et Rugari et l'objectif est de reconquérir l'ensemble des positions occupées par les rebelles. Depuis la reprise fin 2021 des attaques menées par le groupe rebelle, les agences onusiennes ont retenu environ 200 000 nouveaux déplacés à Rutshuru. Après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le Bénin met en place une deuxième juridiction spéciale. Le pays s'est doté d'une cour spéciale des affaires foncières. Les litiges domaniaux sont légion du fait de la poussée démographique de l'extension des agglomérations dans les localités périphériques des centres urbains, notamment Cotonou et Abomey-Calavi. La mise en place de cette nouvelle juridiction vise à résoudre cette problématique qui freine les investissements dans le secteur. Reportage de notre correspondant Leftiune. Au Bénin, la promulgation le 19 octobre de la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières par le chef de l'État Patrice Talon suscite des débats. La Cour spéciale des affaires foncières, créée à l'initiative du gouvernement, constitue un outil de la mise en œuvre des réformes foncières. Malgré les innovations du code foncier et domanial en matière de gestion du contentieux, l'insécurité foncière demeure et représente un frein à l'investissement public et privé. Dans le cadre de la poursuite de la dynamique de spécialisation des juridictions et de leur personnel, la Cour spéciale des affaires foncières instituée est habilitée à connaître des opérations réelles immobilières ainsi que celles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique au Bénin. Il y a beaucoup de démarcheurs qui volent beaucoup de parcelles. Il y a des gens, ils fabriquent comme, le papier d'achat pour la mairie, pour vendre des parcelles. C'est ça qui est dangereux. Je pense que c'est bon de commencer quelque part. Après, le gouvernement va prendre soin au fur et à mesure de corriger et de l'étendre pour les autres communes. La Cour spéciale des affaires foncières du Bénin est dotée d'un double degré de juridiction. Aussi dispose-t-elle d'une chambre des appels, d'une chambre de première instance, d'un parquet et d'un greffe. Dès son installation, les procédures foncières en instance dans 7 des 77 communes du Bénin situées au sud du pays seront transférées à cette juridiction spécialisée, à l'exception des affaires en délibéré. L'État du Bénin veut affirmer, veut montrer donc sa détermination pour avoir la maîtrise du foncier donc, dans le ressort du territoire, mais également pour faire en sorte que les décisions de justice, les procédures de libération, les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique dans ce périmètre également soient conduites donc, avec toute la célérité, avec toute l'attention requise pour que ça ne fasse pas traîner donc, les investissements. A noter que le livre blanc de la politique foncière et domaniale du Bénin a posé un ensemble de diagnostics et solutions liés à l'état des lieux du foncier dans le pays. Le code foncier et domanial du Bénin en vigueur depuis 2013 a connu une modification en 2017. Les divers instruments adoptés ont permis la mise en place d'un nouveau cadre institutionnel de gestion du foncier et des mécanismes de règlement des conflits fonciers, notamment la création au niveau des tribunaux des chambres du droit de propriété foncière. Le secteur touristique rwandais est en plein essor. Le pays a été distingué lors de la 5e édition de l'Africa Tourism Leadership Forum qui s'est tenue du 24 au 26 octobre dernier à Gaborone, la capitale du Botswana. Le Rwanda a remporté 2 prix pour le tourisme d'affaires et la durabilité du secteur. Mildred Diamant. Au Rwanda, le tourisme est en plein essor. Le pays a remporté 2 Africa Travel and Tourism Leadership Awards pour avoir défendu la durabilité du tourisme et l'innovation dans le tourisme d'affaires en Afrique.
Le Rwanda a remporté le prix Championing Tourism Sustainability et le prix du tourisme d'affaires et des réunions, incitations, conférences, événements et expositions le plus innovant et durable en Afrique. Les prix ont été décernés lors du forum sur le leadership du tourisme en Afrique, tenu du 24 au 26 octobre 2022 à Gaborone au Botswana. L'exemple du Rwanda est une preuve qu'il est possible d'avoir une véritable élite de l'hôtellerie en Afrique, mais la clé c'est la formation, c'est le recyclage, c'est de mettre l'accent sur la culture de service, sur des éléments comme l'accueil. Aujourd'hui, le Rwanda se distingue des autres pays de l'Afrique centrale parce qu'effectivement, ils se sont concentrés sur le tourisme d'affaires en accueillant véritablement tous les touristes, en s'organisant pour prendre en compte tous leurs problèmes, toutes leurs suggestions, tous leurs feedbacks pendant leur séjour. Le tourisme est au cœur des programmes de développement du Rwanda. Le secteur est la principale source de recettes en devises du pays. Selon le Rwanda Development Board, l'industrie du tourisme va générer jusqu'à 360 millions de dollars de revenus d'ici la fin de 2022, après avoir assuré un taux de récupération de 80% des effets du Covid-19. Le tourisme de conférence, quant à lui, devrait augmenter les revenus à 43 millions de dollars sur un total de 72 conférences qui attireront 40 000 touristes internationaux en 2023 contre 38,5 millions de dollars enregistrés au cours de l'exercice 2021-2022. L'analyse des critères de ces différents prix montre effectivement que l'accent est mis sur deux éléments principaux. 1. La propreté et 2. L'accueil, la prise en charge et surtout la personnalisation du séjour de chaque client. Donc il est temps que tous les autres pays de l'Afrique centrale suivent l'exemple du Rwanda en mettant l'accent sur l'accueil et sur la prise en compte et la prise en charge véritable de tous les feedbacks des clients pendant leur séjour, notamment les touristes. En juillet 2022, le Rwanda a figuré parmi les 50 meilleures destinations au monde pour l'année 2022 sur la base de l'évolution du secteur touristique. Les sites reconnus étaient le premier parcours de golf de 18 tours de la ville au nouveau Kigali Golf Resort et le parc écotouristique de la zone humide urbaine de Nyandungu. Rappelons que le forum sur le leadership du tourisme en Afrique s'est déroulé sous le thème « Déclencher le tourisme intra-africain grâce à un commerce, des partenariats et des investissements intra-africains inclusifs ». La Banque africaine de développement a récemment approuvé un prêt de 63,6 millions d'euros pour le Sénégal. Enveloppe que les autorités sénégalaises comptent utiliser pour financer la mise en place d'un agropole au centre du pays. Projet qui s'effectuera en deux phases, avec une première phase qui s'étendra sur la période 2023-2027. Les détails dans ce sujet d'Amenedji. Pour le financement du projet de zone de transformation agro-industrielle prévu dans le centre du pays, le Sénégal va recevoir un prêt de 63,6 millions d'euros, soit 64 millions de dollars de la Banque africaine de développement. Approuvé le 26 octobre 2022, le financement permettra à cette infrastructure d'accroître les exportations agricoles pour réduire les importations de denrées alimentaires en milieu rural. Il couvrira les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel. Le modèle d'importation auquel les pays africains sont confrontés peut être réglé effectivement à travers des projets comme celui-là, c'est-à-dire des agropoles. C'est une dimension très importante dans la politique d'autosuffisance alimentaire, mais plus important encore, c'est son degré d'intégration en permettant effectivement à des PME-PMI de transformation industrielle de pouvoir bénéficier quand même de matières premières conséquentes. Selon les données officielles du projet, le module central d'une superficie de 80 hectares sera viabilisé pour servir de hub répondant aux normes internationales, au conditionnement et stockage des produits agricoles à la production d'énergie. Il sera par ailleurs complété par un réseau de modules régionaux qui permettront ainsi une bonne intégration horizontale et verticale des filières ciblées. En plus de tout cela, ce projet-là peut effectivement soutenir la souveraineté alimentaire, l'autosuffisance, qui est en fait aujourd'hui une très grande préoccupation, surtout dans un monde extrêmement difficile, où les facteurs exogènes s'imposent à nous.
En plus encore, il faudra peut-être mettre la dimension exportation, ce qui donnera effectivement au projet une valeur ajoutée certaine. Le projet de zone de transformation agro-industrielle du Centre Sénégal va appuyer la mise en place d'un fonds de développement des chaînes de valeur agro-industrielles, notamment l'arachide, les céréales et le sel en faveur des organisations de producteurs. Il ciblera prioritairement les activités situées en amont et en aval de la production pour accroître l'inclusion financière des acteurs des chaînes de valeur. On reste au Sénégal où le président du comité international olympique Thomas Bach effectue une visite de travail. Visite qui rentre dans le cadre des préparatifs pour les Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026. Après une réunion avec le comité national olympique et sportif sénégalais, le président du CIO a également été reçu par le chef de l'État Macky Sall, avec qui il a discuté du plan d'engagement et de mobilisation de la jeunesse sur la période 2022-2026. Aménéji. Le président du comité international olympique CIO, Thomas Bach, et sa délégation ont effectué samedi 29 octobre 2022 à Dakar, au Sénégal, une visite de travail en vue de la tenue des Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Au regard des grands progrès observés sur le plan des infrastructures à 4 ans des JOJ, le Sénégal, premier pays du continent africain à avoir l'honneur d'accueillir un événement sportif olympique, s'active pour en faire une réussite. On aurait même pu, dans les délais impartis, le faire en 2022. Mais le Covid est passé par là. Et ça nous a donné beaucoup plus de temps pour nous organiser, d'où l'émergence du stade du Sénégal, d'où beaucoup de choses qui sont en train en infrastructure de se faire. Le but du jeu, encore une fois, c'est que tous les compartiments du jeu, toutes les disciplines éligibles aux Jeux olympiques de la jeunesse participent et dans la plénitude du terme et dans le confort et dans les attributs d'un sportif de haut niveau. Lors de sa visite en compagnie de Mamadou Diagna Ndiaye, président du comité national olympique et sportif sénégalais, le président du CIO a évoqué des projets de protection environnementale, notamment l'instauration d'une forêt olympique au Sénégal et au Mali. Il est prévu dans ce cadre la plantation de 600 000 arbres indigènes jusqu'au JOJ en vue de lutter contre la déforestation. Avec cet effort-là, le CIO qui déjà aujourd'hui une institution, une organisation carbone neutre va être climat positif dès 2024 et nous allons faire notre contribution contre l'échauffement climatique de laquelle l'Afrique et le Sénégal souffrent déjà beaucoup. Et en même temps, on va contribuer pour lutter contre la déforestation dans la région du Sahel. Rappelons que la visite du président du CIO coïncide avec l'ouverture du festival Dakar en Jeux qui a lieu du 29 octobre au 5 novembre 2022. Thomas Bach a par ailleurs échangé avec le chef de l'État Macky Sall sur le plan d'engagement et de mobilisation de la jeunesse sur la période 2022-2026 élaboré par le comité d'organisation des JOJ Dakar 2026. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.